Bonjour à toutes et à tous. Dans cette première vidéo de ce genre et première vidéo consacrée à la phylogénie, nous allons aborder les domaines du vivant et leur importance dans la compréhension et la classification du vivant. Avant de continuer, il faut d'abord expliquer ce qu'est la phylogénie. La phylogénie est la science qui se consacre à étudier les relations de parenté entre les espèces afin de comprendre l'histoire évolutive des êtres vivants. Contrairement à la généalogie, la phylogénie ne cherche pas à identifier les ancêtres d'une espèce, mais à déterminer la proximité des espèces entre elles, au travers d'attributs partagés, hérités par leurs ancêtres communs. Cette définition de la phylogénie donnée, revenons à nos domaines. Un domaine est dans la classification du vivant le plus haut grade taxonomique, ou plus haut niveau de la classification, pour classifier les êtres vivants. Il permet de comprendre l'évolution et la proximité des différents règnes du vivant entre eux. À ce jour, la totalité des organismes sont répartis dans 3 domaines appelés eucaryotes, eubacteria et archées. Ces 3 domaines sont issus de la lignée de Lucas, l'ancêtre commun universel de toute la diversité terrestre actuelle. La relation phylogénétique de ces 3 domaines peut être illustrée par l'arbre phylogénétique réalisé par le microbiologiste Carl Woese. A noter que nous nuancerons le concept des 3 domaines en fin de vidéo à partir des dernières avancées en phylogénie moléculaire. Commençons notre exploration de ces lignées fondatrices de la vie par le domaine eucaryote. Ce nom ne vous dit peut-être rien au premier abord, pourtant il comporte de notre point de vue les groupes d'organismes les plus connus sur Terre. En effet, on retrouve chez les eucaryotes les animaux, les plantes ainsi que les champignons, pour ne citer que les groupes les plus connus. Ainsi vous et moi, votre animal de compagnie, les plantes de votre jardin et les moisissures qui colonisent votre roquefort faisons partie de la lignée des eucaryotes. Les eucaryotes peuvent être pluricellulaires mais aussi unicellulaires. Parmi les unicellulaires, on peut citer de façon non exhaustive les levures qui sont des champignons, les paraméciques qui sont des ciliés prédateurs, les diatomées qui sont des algues, mais aussi des micro-organismes pathogènes mortels tels que Plasmodium falciparum, l'agent responsable de la malaria. Malgré une grande diversité, les eucaryotes partagent plusieurs caractéristiques communes présentes dans leurs cellules. D'abord, les cellules eucaryotes disposent d'organites. Les organites sont des sortes de petites structures qui font office d'organes pour la cellule. Ces organites ont des fonctions diverses, telles que la production d'énergie, la synthèse et la maturation des protéines, ou le stockage de molécules d'intérêt par exemple. A noter que tous les organites ne sont pas présents chez tous les eucaryotes, et quelques-uns sont propres à certaines espèces. La seconde particularité commune des eucaryotes est le stockage de leur ADN dans un organite appelé le noyau cellulaire. Pour illustrer mes propos, voici un schéma simplifié d'une cellule animale et les structures que nous pouvons y trouver. A noter que certaines cellules ont des parois autour de leur membrane, comme les cellules de champignons et de plantes par exemple, et que certaines cellules se déplacent à l'aide de flagelles, comme les eugènes ou les spermatozoïdes chez les animaux. La membrane plasmique, le cytoplasme et l'ADN sont des caractéristiques universelles aux 3 domaines. Je fais cette précision pour éviter de mentionner ces structures dans les 2 domaines à venir. Enfin, terminons avec les eucaryotes en précisant que la reproduction sexuée est un attribut propre aux eucaryotes. Les eubacteria, comme le nom le suggère, englobent tous les organismes appelés bactéries. Les bactéries sont des organismes unicellulaires d'une taille moyenne de 2 micromètres. On les retrouve partout sur la planète. Sur la Terre comme dans la mer, ainsi que comme passagers commensaux ou parasites chez des organismes animaux comme végétaux. Elles sont même indispensables à la fabrication de certains aliments, comme les yaourts, fromages ou saucissons. Malgré leur grande diversité, toutes les bactéries partagent au moins 2 caractéristiques, les différenciant des eucaryotes. Leur génome, ADN, est libre dans le cytoplasme, et on note une absence totale d'organites. Les bactéries auront toujours une membrane plasmique, du cytoplasme et de l'ADN. Elles peuvent aussi avoir d'autres structures comme une paroi, une capsule qui sert souvent à protéger plus efficacement la bactérie, des flagelles, il peut y en avoir un unique, comme sur le schéma, ou plusieurs. Ils servent au déplacement de la bactérie, par exemple vers des sources de nourriture. Des pili, il y en a 2 catégories, les fimbriés, qui permettent à la bactérie de s'accrocher à des surfaces, et les pilus, qui servent à l'échange d'informations génétiques, ce qu'on appelle la conjugaison. Il y a de nombreuses formes de bactéries, par exemple les bacilles, qui ont une forme de bâtonnet, les coques, qui ont des formes sphériques, les spiriles, qui ont des formes de spirales. Les bactéries peuvent être pathogènes, donc provoquer des maladies, ou au contraire être essentielles à certains organismes. Notre tour des 3 domaines se termine avec les archées. De par leur taille et leur apparence, la plupart des archées sont très similaires aux eubacteria. Comme eux, les archées sont unicellulaires, n'ont aucun organite et leur ADN est libre dans le cytoplasme. Les différences entre archées et bactéries sont subtiles et résident dans les différences biochimiques et moléculaires de leur structure et physiologie.
En effet, chez les archées, la nature lipide de leur membrane est différente. Leurs parois ne présentent pas de peptidoglycanes, contrairement aux membranes des eubactéria. A l'inverse, leur machinerie de réplication et d'expression du génome est proche de celle des eucaryotes. En réalité, les archées sont plus proches des eucaryotes qu'elles ne le sont des bactéries, de par le fonctionnement de leur machinerie cellulaire et leur génome. Les archées sont connues pour vivre dans des environnements extrêmes, même si ce n'est pas toujours le cas. Certaines archées s'épanouissent à des températures de 100 degrés Celsius, dans de hautes pressions atmosphériques, des pH extrêmes, etc. Loin de ces écosystèmes extrêmes, on retrouve aussi les archées en symbiose avec les animaux, dont l'homme, et les ruminants, où elles colonisent nos intestins. Enfin, et je terminerai sur ce point, il est important de noter que la phylogénie des archées est complexe, et notre vision de ce groupe a évolué depuis ces 3 dernières années. La vision de Woese sur les archées comme formant un groupe monophylétique n'est plus juste. Les dernières découvertes montrent que ce groupe est hétérogène, que certaines archées sont plus proches des eucaryotes qu'elles ne sont des autres taxons archées. En réalité, nous ne devrions pas parler du domaine arché, mais des domaines archés. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, j'ai passé pas mal de temps à la faire, et il a été difficile pour moi de synthétiser l'information. Comme vous le savez, il existe une énorme diversité et variation au sein des êtres vivants d'un groupe donné. Il est donc difficile qu'une généralité s'applique à toutes les espèces d'un groupe. J'ai donc essayé d'être le plus général possible, tout en restant juste, mais retenez qu'il existe des exceptions inhérentes à la diversité biologique. Et je tiens à remercier Boarbach pour l'écriture de cette vidéo, et je vous dis à la prochaine pour une future vidéo.